Alors aujourd'hui, la séance, elle est pas très longue, je trouve. Donc normalement, on devrait avoir le temps pour une fois, de couvrir à peu près tous les exos. Euh, je voulais commencer quand même par le formulaire pour la partie de ce cours. Et je voulais voir si vous aviez déjà des questions par rapport à ce formulaire sur les formules, parce que finalement, c'est le seul truc que vous aurez à l'EXA. Donc, c'est important de bien comprendre toutes ces formules, comment on les applique, tout ça. Donc, on peut peut-être commencer par éclaircir les doutes sur le formulaire. Et puis ensuite, on passera aux exos. Moi j'ai juste une question, juste par rapport à l'effet Doppler. La, la formule est différente que dans la CRM. Mais ça, c'est le formulaire que vous aurez. Celle que j'ai ici, c'est qu'est-ce qui est différent? Bah non, ça c'est le vrai, enfin ça c'est le formulaire que nous on aura. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai vérifié dans ma CRM, qui est le formulaire qu'on a utilisé à la matu et tout ça. Ah Et oui, c'est pas la d'accord. même Ok. formule. Ok, donc pour la matu, tu avais quoi? Tu avais F0 égale FS, quoi? Bah en fait en haut c'était plus et en bas c'était moins. Je sais pas si ça change quelque chose, mais Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est on va y revenir il y a un exercice sur l'effet Doppler, hein. ouais. Donc, on va y revenir, on va voir pourquoi c'est différent et on va voir un peu comment on s'en sort avec ces plus et ces moins. Parce que normalement, il n'y a pas vraiment de raison de rendre les choses plus difficiles qu'elles le sont. Mais bon, t'inquiète pas, je vais répondre à ta question quand on fera cet exo. Ok, cool, parfait. Voilà. Bon, en gros, ouais, je vais peut-être y répondre déjà, au moins ça fixe les idées. En gros, l'effet Doppler, vous avez une fréquence perçue par l'observateur qui va être différente de la fréquence de la source. Ok. Et cette variation de fréquence, elle est due au fait que, bah, par exemple, soit la source se rapproche de vous, ou alors soit vous vous rapprochez de la source, ou il y a un éloignement, c'est possible aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est plutôt des choses qualitatives. On verra que dans les exos, il n'y avait même pas besoin de faire des calculs, en fait. Soit la source et l'observateur se rapprochent. À ce moment-là, vous avez tous fait l'expérience que le son est plus aigu, vous avez une fréquence plus grande. Soit vous vous éloignez de l'observateur, pardon, vous éloignez de la source, et à ce moment-là, vous avez une fréquence perçue plus grave, c'est-à-dire une fréquence plus basse. Donc c'est avec ça qu'on raisonne pour savoir si on fait plus ou moins. Donc là, si mon observateur il se rapproche imaginons que je marche vers un émetteur de son, je me rapproche de la source, je veux une fréquence plus élevée. Donc pour la fréquence perçue, FO, je veux une fréquence plus élevée, donc forcément, ici, ça doit être plus VO. D'accord? Bon, ma source, là, dans ce cas-là, elle ne bouge pas. D'accord? Donc, vous raisonnez vraiment qualitativement. Soit l'observateur se rapproche, ça va être plus. Moi, je raisonne que avec des termes. En fait, je raisonne que avec des termes positifs pour V, VO, VS. Pour moi, c'est des constantes positives. Et après, ce que je fais, moi, en gros, je préfère la retenir comme ça, la formule. F0 égale VS fois valeur absolue de V moins valeur absolue de V0 sur valeur absolue de V. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Plus ou moins, et là voilà, plus ou moins VS. Je préfère la retenir comme ça, en gros. Comme ça, vous savez que vous travaillez que avec des chiffres positifs pour les vitesses. Et après, c'est à vous de choisir si vous choisissez le signe plus ou les signes moins, en fonction de si l'observateur se rapproche ou s'éloigne, ou plus ici ou moins ici pour les mêmes raisons, si la source se rapproche de vous ou si elle s'éloigne. D'accord? Voilà pour les signes. Donc sûrement que dans ta table CRM, Zoé, sûrement que dans ta table CRM, il devait prendre pas les mêmes conventions, il devait prendre genre une vitesse positive ou une vitesse négative, il devait faire référence à un cas particulier, je pense. En fait, c'était juste l'inverse que. Ouais, voilà, donc c'est l'inverse parce qu'ils avaient pris en gros que V0 et VS positives s'ils se rapprochent. Et si tu veux, ils avaient inversé les signes. Ok, ouais. Ils avaient inversé aussi les conventions ici aussi, donc ça revient au même. Hmm. Ouais, ok.
Je sais pas, ils n'avaient pas écrit qu'ils avaient inversé les conventions. Je sais pas, j'avais pas Ouais, l'impression pour que. le coup, je pense qu'ils n'avaient même pas précisé les conventions, c'est pour ça. Donc, Ouais. Ok, merci. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce formulaire? Comment on applique les formules, à quoi elles correspondent? Non, c'est tout bon? Ok, bah, si c'est le cas, on va passer aux exos. Alors, premier exo. Alors, ouais, ça c'était. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de difficulté. Bon, à part qu'il ne fallait pas se prendre la tête, on vous dit 80 gouttes par minute. Donc, en fait, ça correspond à votre fréquence. Donc, 80 par minute, combien ça fait par seconde? Vous faites 80 par 60. Du coup, ça vous fait 8 sixièmes. Ça vous fait 4 tiers. Donc, ça fait 1,33 Hertz. Ça, c'était la fréquence de votre onde. Euh, la distance séparant deux crêtes, c'est 12 centimètres. Par définition, c'est la longueur d'onde. Bon, la longueur d'onde, vous pouvez la prendre entre deux crêtes, vous pouvez la prendre entre deux minimums, vous pouvez la prendre du moment que ça revient au même endroit, c'est pareil. Donc, il n'y avait pas besoin de diviser par deux, c'était bel et bien votre longueur d'onde de base, ce 12 centimètres. Pour avoir la période, il suffisait de faire l'inverse de f. Hein. Vous inversez ça, ça vous faisait 3 quarts. L'inverse de 4 tiers, c'est bien 3 quarts. Donc, ça c'était correct. Pour la vitesse, il fallait juste faire attention à bien convertir. Hein. V égale lambda f. Et il fallait bien prendre lambda en mètres. Et donc, du coup, ça faisait 0,12 et pas 12. Et du coup, on trouvait 16 centimètres seconde ou 0,16 mètres par seconde, mais voilà pourquoi ça, c'était faux. Et ça, bah, on voit que l'onde se propage comme ça, alors que les déformations de la surface sont sur cet axe, donc c'est bien une onde transverse. Voilà. Alors, juste un petit truc avant qu'on passe à l'exo 2, j'entends un peu un écho, donc si vous pouvez juste faire attention à bien éteindre les micros et vous les rallumer quand vous voulez poser des questions. Quoi d'autre? Question sur ce exo 1, non? Ok. Alors, pour le 2, on a des ondes ultrasonores, 2 MHz. Donc, ultra, hein, ça veut dire plus que le son, parce que le son, tel que perçu par l'oreille humaine, vous savez que c'est 20 à 20 000 Hz. Et en fait, ces ultrasons, c'est comme des sons, c'est-à-dire que c'est des ondes de pression longitudinale. Hein. C'est l'air qui se comprime et cette surpression se propage. Donc en soi, c'est la même nature hein, que le son, c'est juste que la fréquence est plus élevée et qu'elle ne va pas être perçue par l'oreille humaine. Mais en soi, c'est la même chose. Donc bien sûr, ça ne va pas être audible par l'oreille humaine. Alors curieusement, le son des voix, les voix qu'on entend, c'est à peu près, je crois, entre 50 et 1500 et 1000 Hertz, les voix humaines, selon si vous avez une voix plus ou moins grave ou nasillarde. Mais voilà, donc en fait, on entend beaucoup plus que ce que nous, on peut produire. Hein. On a un spectre d'audition beaucoup plus large. Et ces ondes, qu'elles soient sonores ou ultrasonores, c'est des ondes longitudinales, hein, parce que la propagation, c'est, imagine si je crie par là, c'est dans cette direction, et puis pareil, l'air va se comprimer, le déplacement des tranches d'air se fait dans cette direction. Donc, c'est pas transverse. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est le changement de milieu. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de crier sous l'eau, euh, mais en gros, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut retenir, la règle d'or, c'est que la fréquence, quand vous avez un changement de milieu, donc là je suis dans l'air, là je suis dans l'eau,
La fréquence, elle ne change pas, il y a égalité. Par contre, ce qui change, c'est la célérité. Donc, célérité dans l'eau ou célérité dans l'air, elle va être différente. Donc là, attention, il n'y a pas égalité de célérité. Et du coup, vu que lambda, c'est C sur F, forcément, si C change et que F ne change pas, lambda va changer. Donc, en ce qui concerne la longueur d'onde, si vous êtes dans les tissus, c'est-à-dire dans l'eau ou dans l'air, elle va changer. Donc, cette proposition est nécessairement fausse. Juste, c'est quoi la célérité? La célérité, c'est la vitesse de l'onde. Ok, merci. On l'appelle V ou C. Voilà. Donc, la célérité, vous avez des formules qui vous la donnent, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la célérité du son dans l'air, c'est à peu près 340 mètres par seconde, alors que dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Hein, donc, c'est bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus élevé dans l'eau que dans l'air. Et comme on l'a dit, la règle d'or dit que la fréquence est inchangée, donc la D est correcte. Voilà, donc il n'y avait pas forcément de calcul à faire. Après, si vous vouliez calculer la longueur d'onde dans les tissus cardiaques, hein, vous donnez la vitesse de propagation dans l'eau, c'est ce que je disais, 1500 mètres par seconde, vous pouviez faire le petit calcul, hein, lambda égale C sur F, et puis ça vous donnait exactement 750 micromètres. Donc ça, c'était correct pour les tissus, mais ce n'était pas correct pour l'air. Okay. Question là-dessus? Moi, là, j'ai une question par rapport à ondes transverses et ondes longitudinales. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que onde longitudinale, c'est dans un milieu et transverse, c'est genre à la surface d'un truc ou pas du tout? Ouais, je pense que c'est correct. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça globalement. Je vois ce que tu veux dire parce que finalement, quand j'ai une corde, on peut dire que c'est une surface, une corde étendue entre deux points. Quand j'ai la surface de l'eau, ça fait aussi ça, c'est un peu la corde. Tout ça, c'est transverse. Alors que quand j'ai le son, quand je suis en 3D sans surface particulière, c'est vrai que les ondes n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Donc, pour le coup, ça devient longitudinal. Oui, quand il dit aussi les ondes de pression avec l'air et tout ça. Donc c'est Ouais, pour c'est ça que ça. c'est dans un milieu. Ok, merci. Mm. Voilà. On va passer au 3, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, cette question, je n'ai pas trop saisi la raison d'être, mais parce que dans les questions, en général, il y a quelques trucs faux quand on veut comment dire, vous avertir qu'il faut parfois prendre à contre-pied certaines idées reçues. Mais là, c'était des trucs, je ne saurais pas trop, enfin, je ne sais pas trop pourquoi ils les ont mis. Par exemple, enfin, surtout pour les autres propositions. Alors là, A, à la limite, on peut s'y pencher. Le son produit à l'instant T arrivera en B avant A. Ouais, alors ça, on aurait pu croire, en fait, on aurait pu croire ça. Ce qu'il ne fallait pas faire, hein, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les ondes, c'est une composition des vitesses. Hein. Attention, on n'a pas le droit de dire que... En fait, l'onde, ce n'est pas comme un ballon qu'on lancerait avec une vitesse initiale. Non. Donc, en fait, la vitesse, ce que vous savez quand vous avez une source qui bouge et deux observateurs, c'est qu'il faut faire attention à la fréquence perçue par l'observateur, qui va être différente. Par contre, la célérité du son dans l'air, elle, c'est la même. Pas parce que votre objet bouge que vous allez changer la vitesse du son. Hein. La vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde et puis c'est tout. D'accord? Donc, si vous émettez un son à cet endroit-là, il atteindra un A et B en même temps, si vous l'émettez au milieu. D'accord? Donc, ce qu'on s'attend ici, c'est que A et B perçoivent un son en même temps, mais on verra dans l'exercice 4 que ce son est différent. Voilà. On peut tout de suite voir hein, que vu que le train s'éloigne de A, A va percevoir un son plus grave,
par rapport à B qui perçoit un son qui se rapproche de lui, donc la fréquence augmente et le son perçu par B sera plus aigu. Mais en tout cas, cette A était fausse. La vitesse du son dans l'air, elle ne change pas. Attention à ne pas confondre ça avec ce que je dis auparavant. Avant, j'ai dit attention pour les changements de milieu. Pour les changements de milieu, on avait la vitesse qui changeait, la fréquence qui était inchangée. Alors que quand on est dans un même milieu et qu'on a un observateur avec une source qui bouge, la vitesse, c'est la même. Par contre, la fréquence perçue est différente. Ça va, ça? Donc, si la situation se... J'ai Ouais. juste pas très bien compris pourquoi la fréquence, elle changeait, vu que c'est comme il bougeait, il est à un endroit donné, le train, il est à quelle distance des deux, alors dans un sens, normalement, je sais pas, j'arrive pas à voir, même s'il il avance en même temps, c'est un instant T, alors comme c'est un instant. Alors, si tu veux, comment dire? Alors, moi, je trouve que l'effet Doppler, si on veut là, tu es d'accord qu'on a un effet Doppler, en gros. C'est ça que je veux dire. Mais ce que tu veux me dire, en gros, ta question, c'est je ne comprends pas l'effet Doppler, c'est ça? Ah, il y a un effet Doppler là? Je pensais qu'il y avait qu'un seul son qui était émis. Alors, tu as un son qui est émis, mais tu sais que si tu as une source qui s'éloigne de toi, tu vas entendre un son plus grave. Je pensais que c'était quand il y avait une fréquence, parce que là, comme il n'y a pas de fréquence, je sais, en fait, j'arrive pas à comprendre, parce que quand c'est une fréquence, c'est quand Alors, le son est mis à plusieurs moments, non, pour moi. Parce que là, ils disent qu'à un instant T, le conducteur du train klaxonne. Je pensais que c'était juste. non, en fait, si tu veux, à un instant T, oui, alors, si tu klaxonnes à un instant T, c'est-à-dire que tu vas émettre, c'est pas genre je klaxonne bip, 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 bip avec une fréquence comme ça, c'est je klaxonne bip comme ça, un son continu, mais tout son a une fréquence donnée, et c'est-à-dire que imagine que je représente je sais pas, là tu es dans l'air, tu as tes tranches d'air qui se compriment comme ça, et qui vibrent, et ben la fréquence de vibration de ton air, c'est ça la fréquence du son. Donc, tu vois, c'est pas. Je veux dire, quand toi, tu entends un son continu, tu entends bip comme ça, c'est continu, mais il existe une fréquence, c'est la fréquence de vibration, et ça, c'est perçu par ton oreille. En fonction du pitch, en fonction de si c'est aigu ou grave, la fréquence est plus élevée ou plus faible. Oui, merci, j'ai compris, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est pas, on fait pas des salves d'émissions comme ça, c'est pas ça. Mais voilà. Donc là, on a un effet Doppler, hein, c'est ça qu'il fallait bien comprendre. Après, je peux comprendre ta question si tu me dis, bon là, en l'occurrence, c'était pas ta question, mais quelqu'un qui me dirait, franchement, moi, l'effet Doppler, ça me dépasse, je comprends pas. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas tout à fait évident. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que qualitativement, c'est qu'imaginez que vous avez votre air qui vibre à, à 5 Hertz. Bon, ce serait pas audible, mais bon, 50 Hertz, on va dire, du coup. Donc, vous percevez 50 impulses par seconde. En gros, si vous déplacez, en gros, vu que vous avez une vitesse, vous allez en percevoir plus. Voilà. Qualitativement, c'est ça. Du coup, vous percevez une fréquence plus élevée. Ça ne démontre pas, hein, mais c'est juste pour s'en convaincre un petit peu. Bon, et c'est là où on rentre dans les propositions un peu absurdes, mais j'espère que vous ne vous êtes pas laissé avoir avec ça. Si la situation se passe en hiver à une température négative, A n'entendrait rien. Bon, vous savez tous que la température négative en hiver ne vous empêche pas de parler et d'entendre un son, hein, donc ça c'est faux. Si la situation était translatée sur un plateau à 2000 mètres d'altitude à la même température, B entendrait le son avant A. Alors, si je m'élève, j'aurai une pression plus haute et une température constante ici. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Quand vous êtes en altitude, alors certes, la vitesse du son peut changer, pourquoi pas,
Vous avez une formule qui vous donne la vitesse du son en fonction de la pression, tout ça. Donc, on pourrait avoir une vitesse qui est différente. Mais en tout cas, B et A sont toujours à égalité. Donc, ils vont toujours entendre le son en même temps. D'accord ? Ils vont peut-être l'entendre tous les deux à un instant différent, mais par rapport au scénario d'avant, le son va peut-être mettre plus de temps, mais en tout cas, pour A et B, ça sera le même. D'accord ? Et si le train roule à 350 mètres secondes, B n'entendrait rien. Alors, si le train roule plus vite que le son, en fait, le B va entendre le son, mais après que le train soit passé, en gros. Parce que le train va passer avant que le son arrive. Là, on parle d'un train qui roule à une vitesse supersonique, comme on dit. Et du coup, là, techniquement, on devrait répondre oui ou non, vu qu'on l'entend après. Pour moi, non, parce que on vous dit pas. Enfin, si tu veux, la question, c'est pas qu'il l'entende à l'instant T, puisque de toute façon, il l'entendra pas à l'instant T, il l'entendra un petit peu après. Ouais, logique, ouais. Et on te demande pas s'il va l'entendre avant que le train passe ou pas. Là, je sais pas, on te dit juste n'entend rien. Donc, pour moi, ça justifie pas qu'on la considère comme juste. Pourquoi dans la corrigée, ils avaient mis juste, c'est ça? Ah, je sais pas, je vais voir, mais Non, c'est faux. c'est faux? Ouais, c'est faux. Ouais, c'est faux, hein, on est d'accord. Ok. J'ai une question. Ouais, dis-moi. La formule ou bien le rapport entre température et densité Ouais. masse volumique. Ouais, je vais la remettre là. Alors. Ouais, vitesse du son. Ouais, elle est ici. Ah, voilà, je vois. Hmm. Mais là, ça Quelle parle est ta question par rapport à ça? Oui, je voulais comprendre pourquoi si la température diminue, il y a la densité de l'air qui augmente. Oui, elles sont inversement proportionnelles, j'ai compris, c'est bon. Ouais. Alors moi, juste une petite astuce pour la loi de Bigas parfait. Bon, vous commencez à PV égale NRT, c'est comme une poésie pour vous maintenant, j'imagine. Mais en gros, moi, j'aime bien la retenir comme ça plutôt. C'est moins poétique, mais P égale ρ fois Isolé. RT sur M. Pourquoi? Parce qu'on a des variables qui sont intensives là, par rapport au volume et à la quantité de matière qui sont des paramètres qui dépendent de votre système. Est-ce que vous prenez un système avec un gros volume ou pas? P égale ρ RT sur M, vous avez des paramètres qui ne dépendent pas de votre système. Je veux dire, ρ, c'est la masse volumique de votre milieu, point. M, c'est la masse molaire du gaz, point. D'accord? Donc ça peut être utile de la retenir sous cette forme-là. Et notamment, si vous passez de là à là, si vous remplacez RT par P fois M sur ρ, vous obtenez directement ça. Donc, ça peut être utile en physique ou en chimie. P égale ρ RT sur M. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, effet Doppler simple, enfin effet Doppler, on va dire, à l'endroit. Parce que l'effet Doppler, vous pouvez avoir soit un exercice qui vous demande de calculer la fréquence, vous avez la vitesse, on vous demande la fréquence, c'est ce que j'appelle faire un effet Doppler à l'endroit. Mais après, on peut aussi vous demander un effet Doppler à l'envers, c'est-à-dire qu'on verra dans l'exercice du radar, on vous donne la fréquence et vous devez trouver la vitesse. D'accord ? Et là, ce qui est compliqué dans ce deuxième cas, c'est qu'il faudrait inverser la formule qui vous est donnée dans le formulaire. Alors, quand on est dans ce premier cas, on a V et on cherche F, il n'y a qu'à l'appliquer directement. Mais en fait, là, si je me souviens bien, il n'y a pas besoin de faire de calcul. On a dit qu'il y a un effet de Doppler, donc A et B perçoivent une fréquence différente. Hein. On a dit, vu que le train s'éloigne, A perçoit une fréquence plus grave, alors que B perçoit une fréquence plus aiguë que la fréquence nominale de 800 Hz. D'accord ? Donc, là, A est fausse, A et B ne perçoivent pas le même son. B est vrai, on vient de le dire, le son perçu par B sera plus aigu parce que le train se rapproche de B alors qu'il s'éloigne de A.
A entend un son de la fréquence 938 Hz. Pas besoin de faire de calcul, c'est pas possible. On a dit que A entendait un son plus grave, vu que le train s'éloigne. Donc ce serait une fréquence plus basse que 800, alors que 938 c'est plus haut. Et si A était dans un des wagons du train, la fréquence du son entendu serait 800 Hz. C'est vrai, puisqu'en fait, il n'y aurait pas de déplacement entre l'objet et la source. Donc là, on n'aurait plus d'effet Doppler pour le coup. OK? Super, merci. Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est typiquement... moi, je me souviens quand j'ai passé l'examen, finalement, il y a beaucoup de questions où il n'y a pas besoin de faire de calcul, en fait. Il ne faut pas toujours foncer de tête baissée dans les calculs. Après, bon, petite parenthèse, on pourrait calculer la fréquence perçue par les deux observateurs. Donc là, les observateurs sont immobiles et on n'a qu'une source qui bouge. Du coup, la fréquence perçue par l'observateur, ce serait la fréquence de base fois la vitesse de l'onde sur la vitesse de l'onde, c'est ma source qui bouge. Voilà, donc je mets plus ou moins la vitesse du train qui vaut 50 mètres par seconde. Voilà, donc vous mettez plus, alors si je mets plus, je vais obtenir une fréquence plus basse, donc ça veut dire ça, ce sera pour A, et je mets moins pour avoir une fréquence plus haute, ça, ce sera pour B. Voilà, vous raisonnez comme ça. Si vous commencez à être à vitesse positive, vitesse négative, on va vite s'embrouiller. Donc voilà comment vous pouvez faire. Donc finalement, voilà, en gros, ça revenait à faire la vitesse du son 350, c'est ça, non, 340, pardon, sur 340, plus ou moins 50. Voilà. Donc, pour avoir la fréquence de l'observateur par rapport à la fréquence de la source, le rapport F0 sur Fs, il vaut tantôt 340 sur 390 ou 340 sur 290. Voilà. Donc, on a un rapport inférieur à 1 pour la fréquence plus grave, c'est-à-dire celle observée par A, alors qu'on a un rapport supérieur à 1 pour la fréquence plus aiguë, celle perçue par B. D'accord ? Donc, il faut multiplier 800 Hz par ces rapports-là pour trouver la fréquence. Mais juste une petite... Ouais. Excuse. Ouais, dis-moi. Par rapport au truc grave aigu que tu as dit avant du son, plus la valeur des hertz est basse, plus c'est bas. Enfin, le son perçu est ouais, bas. basse fréquence, plus c'est grave. Ouais. Ok, merci. Alors, regarde, c'est facile à se souvenir parce que regarde, quand tu entends des guitares, tu sais, on appelle ça la basse ou la contrebasse parce que ça fait un son grave. Donc, c'est fréquence basse. Ok. C'est pour ça qu'on appelle ça la basse. D'accord, merci. Voilà. Voilà. Alors, juste, j'ai une question. Ouais. Est-ce que ça serait possible de leur expliquer dans le formulaire où ça dit VS et V0 c'est plus grand de 0 s'il s'éloigne? Ouais, j'ai pas trop compris la partie là. Merci. Ok. Ok, alors tac, tac, tac. Je vais le expliquer parce que je pense que c'est un petit peu le truc un petit peu subtil, l'effet Doppler. On n'a pas fini, on va encore en apprendre sur l'effet Doppler là, avec notre exo sur le radar, là, qui est un peu plus subtil encore. Mais déjà, je le réexplique parce que c'est important d'avoir bien ça bien au clair. Alors, en gros, souvent, on s'en mêle les pinceaux avec cette formule parce que le problème, c'est que dans cette formule, on vous dit qu'en gros, il faut regarder si les objets se rapprochent et choisir VO positif ou VO négatif. Après, ça fait moins par moins, ça fait plus. On peut vite s'embrouiller les pinceaux. Donc, en gros, moi, je préfère raisonner
avec des valeurs absolues. C'est-à-dire qu'en gros, tous mes chiffres, là, mes vitesses, c'est des chiffres positifs. Par exemple, là, dans le cas du train, VS, ça va être, je prends la valeur absolue, c'est 50 mètres par seconde. Ma vitesse, c'est la vitesse de l'onde, 340 mètres par seconde. Et puis VO, là, il n'y avait pas, mais imagine que A commence à marcher sur le quai à une vitesse de 3 mètres par seconde. Là, ça serait 3 mètres par seconde, tu vois, par exemple. Et en fait, toute l'application de cette formule consiste à choisir si vous allez mettre plus ou moins ici et là, plus ou moins ici et là. D'accord ? Sachant que tu choisis ça avec la logique. Par exemple, imaginons que toi, tu te rapproches d'une onde. Ça veut dire que, donc toi, tu es l'observateur. Hein. Donc ce serait, on parle de VO. Vu que tu te rapproches, tu vas observer une fréquence plus élevée. On est d'accord ? Ouais. Ouais. Donc si tu veux une fréquence plus élevée, il faut qu'à côté de VO, là, tu aies un plus. Tu dois choisir le plus dans ce cas-là. D'accord ? Alors que si j'ai une personne qui commence à s'éloigner du train et à marcher par là, vu qu'elle s'éloigne de la source, elle va percevoir une fréquence plus basse. Donc, pour la fréquence observée, je dois choisir ça. D'accord ? Bon, maintenant, imagine que mon train, il va par là. Dans un cas comme dans l'autre, mon train s'éloignant des deux, il va contribuer à ce que l'observateur entende une fréquence plus basse, plus faible, parce qu'il y a un éloignement. D'accord ? Donc, si je veux une fréquence plus faible, il faut qu'au dénominateur de ma fraction, j'ai quelque chose de plus grand. Hein. Tu sais, quand tu divises par quelque chose de grand, tu divises par 1000, ça va te faire une fréquence toute faible. D'accord ? Donc, forcément, dans ce cas-là où le train s'éloigne, je dois choisir plus. Comme ça va contribuer à me faire diminuer ma fréquence. Alors que si mon train il se rapproche, ça va renforcer, par exemple pour la personne en rouge, ça va renforcer l'augmentation de la fréquence perçue. Et du coup, je veux choisir un moins ici pour ce qui concerne la source. Comme ça, tu vas diviser par quelque chose de petit, donc ça va encore augmenter ta fréquence. D'accord ? Oui, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Merci. Voilà. C'est important que ce soit clair maintenant parce qu'après, on va passer à l'exercice du radar et puis là, il y a encore une petite subtilité. OK ? Alors, le radar. Ah non, d'abord, avant le radar, le sonar. Bon, on va le faire après le sonar. On va faire le radar parce que tant qu'on est sur l'effet Doppler, on va pas s'arrêter sur notre lancée. Alors, voilà, donc juste pour donner le contexte, on a une célérité de 3 × 10⁸ mètres par seconde. Donc, c'est quoi ça? C'est comme type d'onde? Donc, une célérité comme ça, là? Une onde électromagnétique. Ouais, voilà. Avec une vitesse comme ça c'est la vitesse de la lumière, hein, donc c'est forcément une onde électromagnétique. C'est pas une onde, c'est pas un son, hein, attention. D'où la différence, hein, attention, sonar, c'est un son, radar, c'est un rad. Non, je rigole. Non, le radar, c'est juste une onde électromagnétique, quoi. Voilà, donc là, on vous donne la fréquence, gigahertz. Ça, c'est la fréquence de base. Et après, on vous donne, attention, on vous donne un décalage. Hein. On vous dit qu'il y a un décalage de fréquence. Bon, encore heureux qu'on vous parle de décalage, hein, parce que là, regardez, fréquence, on est sur, regardez, attention aux ordres de grandeur, 25 × 10⁹ Hz. D'accord ? Ça, c'est la fréquence nominale émise par le radar. Et après, on vous parle ici d'un 462 × 10⁵ Hz. Donc, on vous parle de quelque chose qui est 1 million de fois plus petit que la fréquence nominale du radar. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas que je reçois une fréquence qui est 1 million de fois plus petit. Ce serait too much. Là, c'est juste qu'en gros, on a un petit décalage de fréquence. Hein.
Donc, en gros, c'est déjà, il faut avoir un appareil de mesure qui soit capable de mesurer une si petite différence de fréquence. Hein. Parce que, en gros, c'est comme si vous faites à la calculatrice 25 milliards et 25 milliards moins 4000 pour la fréquence perçue. C'est quasiment la même. Hein. Vous faites 25 milliards ou 25 milliards moins 4000 à la calculatrice, c'est quasiment la même chose. Donc, attention, l'effet Doppler, en général hein, c'est un petit décalage de fréquence. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va faire cet exercice, on va prendre notre temps, hein, on va le faire avec deux méthodes. Première méthode, on va faire une approche, on va l'appeler comme ça, j'allais dire approche naïve, mais on va dire approche rigoureuse. Approche rigoureuse. C'est-à-dire on va utiliser la formule qu'il y a dans le formulaire et comme ça, on va faire l'exo bien propre. Mais sachant que moi, si j'étais en examen, j'aurais plutôt utilisé notre méthode pour aller plus rapidement, ce qu'on appellera la méthode 2. Mais ça, on va le voir après. Donc, approche rigoureuse, vous avez une source qui émet à une fréquence, on va l'appeler FS. Hein. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes en voiture. Et vu que vous avez une vitesse, vous êtes, on peut dire, l'observateur du radar qui émet une onde sur vous. D'accord? Et vous allez percevoir une onde. Pour vous, hein, dans la voiture, vous allez percevoir F1. Et vu que vous vous rapprochez de la source, vous allez percevoir F1 qui va être supérieur à FS. Hein, et que ça se rapproche, donc fréquence plus élevée. Donc vous percevez F1 et vous émettez d'ailleurs, cette onde se réfléchit avec F1. Et puis après, le policier, il va percevoir cette onde réfléchie. Mais vu que vous qui étiez l'observateur, vous devenez la source suite à la réflexion, en tant que policier, vous allez percevoir une fréquence F2 d'une source qui se déplace en se rapprochant de vous. Donc, vous allez percevoir une fréquence F2 qui va être plus grande que F1. Donc, on a deux décalages. Là, on a le premier décalage dû au fait que vous, dans votre voiture, vous vous rapprochez de l'émission radar. Donc, vous percevez une fréquence F1 plus élevée. Ensuite, F1 se réfléchit sur la voiture. Et du coup, la voiture qui était observateur se transforme maintenant en source. Et c'est le policier qui devient l'observateur. D'accord ? Bon, alors comment on écrit ça pour ne pas se planter voilà. Alors, je me mets déjà dans la peau du conducteur de la voiture. Je perçois une fréquence F1 qui était. Alors là, c'est moi l'observateur hein, dans la voiture qui suis mobile, hein, alors que la source, c'est-à-dire le radar, est immobile. Du coup, dans ma formule, je ne vais pas prendre en considération la source, je vais prendre en considération que l'observateur. Et j'ai dit que vu que je me rapproche, je perçois une fréquence plus élevée. Donc, par rapport à la fréquence initiale, je vais faire la vitesse de l'onde. Je veux une fréquence plus élevée, donc je choisis un plus là. La vitesse de l'observateur sur V. Voilà, ça c'est pour F1. Okay, alors attention, moi quand je mets V et V0, c'est que je ne mets pas les valeurs absolues, mais je parle de valeurs positives. Hein. Moi je les mets pour le coup, pour être rigoureux. Donc voilà, on pourrait calculer F1. Après, F1, on a dit, se réfléchit, et puis je vais avoir maintenant l'observateur, c'est le policier, il va recevoir une fréquence F2 hein, par rapport à F1. On a dit F2 va être plus grande que F1. Et ce qui se passe maintenant, c'est que attention, je gomme. Non, ce que je vais faire, je vais plutôt la réécrire en bleu. Sinon.
VO. Voilà, je l'ai écrit à ma sauce comme ça. Donc voilà, maintenant, notre observateur, il observe F2 plus grand que F1, et ce qui se passe, c'est que lui, il est maintenant, il est un observateur immobile, et c'est donc voilà, il n'y a pas de ça maintenant, et c'est ma source qui devient mobile, et je veux une fréquence plus élevée, donc je choisis le moins. Donc F2 par rapport à F1, ça va être V sur V moins la vitesse de la source. Donc vitesse de la source, c'est la vitesse de la voiture, hein. Pour couper toute confusion entre source et observateur, je vais mettre VC pour K à chaque fois que je parle de la vitesse de la voiture. OK ? Il se rapproche. Alors, la voiture se rapproche, donc je veux une fréquence F2 plus élevée. Pour que F2 soit plus élevé, nécessairement, au dénominateur, je dois avoir quelque chose de plus faible. C'est pour ça que je mets un moins ici. Parce que quand au dénominateur, tu as quelque chose de plus faible, tu fais augmenter ton calcul. D'accord ? Ouais, ou pas d'accord? Oui, oui. Ouais, hein. OK. Voilà, donc finalement, en fait, il suffit d'injecter votre F1 là-dedans, et puis vous aviez F2 qui est égal à Fs fois V plus la vitesse de la voiture sur V fois V sur V moins Vc. Alors. D'accord, donc là, les V se simplifient, et puis vous aviez F2 qui était égal à F0 fois, en gros, V plus Vc sur V moins Vc. Et là, vous n'étiez toujours pas sorti de l'auberge parce qu'il fallait maintenant inverser la relation, c'est-à-dire que on vous donne F2, hein, on dit qu'il y a un décalage de 4000 Hz en gros. Donc en gros, votre F2, c'est quoi? Votre F2, c'est 25 gigas, donc 25 milliards, moins vos 462 10 puissance 3. Ça, c'est F2. Hein. Attention, c'était un décalage qu'on vous donnait. Donc vous avez F2, vous avez F0, et vous avez la vitesse de la voiture, VC. Tout ce que vous avez, c'est une inconnue ici, c'est... non, pardon, vous avez la vitesse de l'onde, et tout ce que vous cherchez, c'est VC, la vitesse de la voiture. Donc maintenant, il vous reste à retourner cette équation en faisant F2 fois... Alors, qu'on soit d'accord, je vais enlever les valeurs absolues, parce que ça m'embête, et je sais que toutes mes vitesses sont positives, OK? Maintenant, j'enlève les valeurs absolues. C'est terminé, ça. Voilà, égale V0 fois V plus VC. Donc après, ce qu'il fallait faire, c'était isoler VC. Vous aviez VC facteur de F0. Si je fais passer mon VC multiplié par F2 de l'autre côté, voilà, égale V facteur de F2 moins F0. Et du coup, la vitesse de la voiture, VC, c'était égal à la vitesse de l'onde fois F2 moins F0 sur F2 plus F0. Voilà. Et là, normalement, vous trouviez la bonne réponse. Ça, c'était en gros, là, je vous ai juste expliqué ce qui marquait. C'est la méthode du corrigé. Hein. D'accord, j'ai juste détaillé un peu plus pourquoi tantôt la source qui était l'observateur, etc. Mais juste F0, c'est observateur? Pardon. J'ai parlé de F0. Ah, autant pour moi. Non, C'est excuse-moi. FS. FS. Ok. Ouais, alors vu que j'ai mis 1 et 2, j'ai été tenté de mettre F0, mais c'était maladroit parce que pour ceux qui croient que c'est... Ouais, non, effectivement, mettez un S de partout. Ok, merci. Ah oui, pour le coup, je suis désolé, ça a dû vous embrouiller, ça. FS et un S1 à chaque fois, là. Ouais. Parfois, tu sais, on met 0 pour initial, état initial, mais c'était très mal choisi, là, vu que dans la formule, c'est observateur. Ouais. Désolé si ça vous a perturbé.
Juste, pourquoi est-ce que le F1 il est plus grand que FS et après l'inverse, c'est F2 plus grand que FS ou F1? Alors, ouais, c'est ça. Alors, on a F1 plus grand que FS et après, on a F2 plus grand que F1. Pourquoi? Alors, dans le premier cas, c'est parce que tu as la voiture qui se rapproche d'une source immobile. Donc, comme on l'a dit, quand il y a rapprochement des objets, la fréquence perçue est plus élevée. Ça, c'est un peu pareil que dans l'exercice qualitatif qu'on a fait avant, tu sais, avec le train. On dit quand ça se rapprochait, la fréquence est plus élevée. Et puis après, une fois que ta voiture, elle renvoie F1, ton policier est immobile. Par contre, c'est la source, la voiture devient la source, et elle se rapproche du policier. Du coup, la fréquence F2 qui perçoit sera plus élevée que F1. Ok. Merci. C'est un peu compliqué parce qu'en gros, au début, si tu veux, au début, le radar, c'est la source et la voiture est l'observateur. Et après, la voiture qui est l'observateur réfléchit sa fréquence perçue et pour le coup, elle se transforme en source. Et c'est le policier immobile qui deviendra l'observateur. C'est ça qui est un petit peu... C'est pour ça que j'ai fait en deux couleurs, tu vois. J'ai fait en rouge pour la voiture et ensuite en bleu pour le policier. Ok, merci. Voilà. Du coup, j'ai une question pour F2 est égal F1, pour cette formule-là qu'on a écrite tout en bas. L'observateur là-dedans, c'est le policier qui est immobile ou c'est autre chose? Absolument, ouais, c'est ça. Ok, merci. Ouais, en gros, la formule de l'effet Doppler vous donne la fréquence perçue par l'observateur, toujours. Après, je mets F2 parce que tu vois, j'aime bien numéroter ça dans l'ordre en fonction de la chronologie, mais c'est l'observateur. OK? Ok. Alors, on va en finir avec l'effet Doppler et j'espère que je vais vous montrer un truc qui pourra vous servir. Alors, tout à l'heure, vous voyez, pour avoir... Si on me donne si on donne la vitesse du mobile, la vitesse que ce soit la source ou l'observateur et qu'on vous demande la fréquence, c'est pas très compliqué. C'est vrai qu'on peut utiliser la formule qui est là dans le formulaire et en choisissant bien plus ou moins avec la logique, on trouve très rapidement la formule. Hein. Ça, on est d'accord que c'est un exo. Le 4, je crois qu'on l'a fait en 1 minute. Enfin, et encore, on avait fait le calcul, mais même s'il avait fallu faire le calcul, on l'aurait fait en 2 minutes. Alors que celui-là, je ne sais pas combien de temps il vous a pris, mais même là, franchement, j'ai un peu expliqué, mais il nous a bien pris 10 minutes, je pense. Hein. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu long. Alors, c'est pour ça que j'aime bien... moi, j'ai une petite astuce pour l'effet Doppler. Je vous la donne, je pense que ça peut vous être utile. Je n'ai pas beaucoup de place. Si là, ça va suffire. Bon, alors d'abord, je vais juste vous... Comment dire? On va prendre le cas simple où voilà, c'est juste l'observateur qui bouge. Ça pourrait être finalement la source qui bouge, hein, ça ne changerait pas grand-chose, mais juste là, on va prendre un observateur qui bouge vers une source immobile. OK? Donc là, vous savez que la fréquence perçue par l'observateur, en fonction de la fréquence initiale de la source, je vais faire la vitesse de l'onde. Alors, je veux une fréquence plus élevée, donc je fais plus VO hein, et pas moins VO, en considérant que VO est positif toujours, sur V. OK? En gros, on pourrait faire la même chose avec la source qui bouge, l'observateur immobile, mais on va faire ça, on considère que ça va être la même chose. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça, en fait. V0, j'écris V0 égale VS, et là, je simplifie, et là, ça me fait 1 plus V0 sur V. Et là, ce que je fais, c'est que je distribue tout ça. Ouais, OK. Et le VS, je le fais passer de l'autre côté. Du coup, je me retrouve avec la fréquence perçue moins la fréquence initiale, qui est égale à la fréquence initiale fois la vitesse de l'observateur sur la vitesse du son. Et maintenant, ce que je fais,
c'est que je divise par fs et que je me retrouve avec... Alors, la différence entre l'observateur, la fréquence perçue par l'observateur et la fréquence de la source, c'est ce qu'on pourrait appeler le décalage en fréquence, delta f sur la fréquence, initiale, hein, delta f sur f, ce qu'on pourrait appeler la variation relative de fréquence, qui est égale à la vitesse de l'observateur sur la vitesse de l'onde. Donc moi, j'aime bien le retenir comme ça, l'effet Doppler. Bon, vous me direz, vous avez une formule détaillée dans le formulaire, pourquoi pas s'en servir? Oui, c'est vrai. Mais vous verrez que ça peut être utile d'avoir ça. Donc voilà, donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'un effet Doppler, moi j'aime bien retenir ça, c'est qu'un effet Doppler, il va produire un décalage en fréquence. Ce décalage en fréquence, hein, il m'est donné par cette relation qui est que la variation relative de fréquence, c'est égal au rapport des vitesses. Sous-entendu, la vitesse de l'observateur ou de la source, hein, ce serait pareil, divisé par la vitesse du son ou la vitesse de la lumière si vous avez un radar. Et ce qui est important de voir ici, c'est que tout à l'heure, le delta F, vous vous rappelez, on a dit c'est du 10 puissance 3, c'était du kilohertz, hein, alors que la fréquence initiale, c'était du gigahertz. Donc en gros, j'avais quelque chose de petit, delta F, sur quelque chose de très grand. Et vous voyez que c'est pareil ici, puisque ici, vous avez la vitesse d'une voiture qui est de l'ordre de 100 km/h, alors que la vitesse du son, c'est 300 000 km/s. Donc, c'est énorme à côté. Donc, vous voyez, on a quelque chose de petit sur quelque chose de grand. Donc, quelque chose de petit pour les fréquences, c'est le petit décalage en fréquence sur la fréquence initiale. Et ce qui est petit, en ce qui concerne les vitesses, c'est la vitesse de la voiture devant la vitesse de la lumière. D'accord? Alors, ça, il se trouve que en première approximation, ça marcherait aussi pour une source qui se déplace. Là, on a fait pour un observateur qui se déplace et on n'a pas fait d'approximation, c'était exactement égal. Et puis, on a à peu près égal si c'est la source qui se déplace. D'accord? Alors, vous me dites pourquoi je fais tout ça. Alors, en fait, je vais vous montrer pourquoi on fait tout ça. Alors, donc on fait tout ça, c'est tout simplement pour aller plus vite. Regardez, là, si je veux résoudre l'exo avec la méthode 2, il y a un effet Doppler. On a dit en gros, il y a F1 il y a un premier décalage avec F1 qui va être plus grand que Fs, et puis ensuite j'ai un deuxième décalage avec F2 qui va être plus grand que F1. Donc en gros, j'ai deux décalages. Je vais avoir un premier décalage delta F, et ensuite un deuxième décalage delta F. Du coup, ici, j'ai un décalage en fréquence, delta F sur F, qui vaut... Enfin, j'ai un premier décalage qui vaut, on va dire, un premier décalage delta F1 sur F qui vaut la vitesse de la voiture, hein, sur la vitesse de la lumière qu'on va appeler C. Et après, j'ai un premier décalage, un deuxième décalage, delta F2 sur F, qui vaut toujours la vitesse de la voiture sur C. Hein, parce que chaque fois, que ce soit l'observateur ou la source, c'est la vitesse de la voiture. Du coup, finalement, mon décalage en fréquence totale, c'est delta F1 plus delta F2. D'accord? Donc, je peux écrire que le décalage en fréquence totale sur la fréquence, c'est 2 fois la vitesse de la voiture sur C. Et du coup, j'en déduis que la vitesse de la voiture, c'est C fois le décalage en fréquence sur la fréquence de la source fois 1,5. Voilà. Vous voyez, en 30 secondes, on a résolu l'exercice. Donc, comment on fait ça? En gros, je fais... après application numérique, vous faites 0,5 fois 3 10 puissance 8 fois le décalage en fréquence, c'est 4,62 10 puissance 3 sur
la fréquence initiale, qui est du 25 10 puissance 9. Je simplifie toutes mes puissances, ça me fait 0,5 fois 46,2 sur 2,5. Ok, donc ça me fait à peu près... alors, c'est ça. Attends, est-ce que c'est bien ça? C'est de P sur F, hein, ouais. Parce que bon, il faudrait quand même qu'on trouve la bonne réponse. J'ai pas fait d'erreur là-dessus. Hein. Je crois que vous avez oublié les puissances. Ah, 10 puissance... attends. Parce qu'en haut, on a 10 puissance 11 et en bas, 10 puissance 9. Non, t'as pas juste Ouais. oublié le 3 de la Ah, vitesse? c'est ça, voilà, c'est ça. Merci. C'est ça. Ouais, en fait, j'ai simplifié, j'ai groupé par puissance de 10. J'ai dit que c'était 2,5, 10 puissance 10 en bas. Et après, j'ai groupé le 8 et le 2, ça faisait 10 aussi. Et après, du coup, j'ai mis 46,2. Voilà, 3, effectivement. Très bien, donc on a en gros 1,5 fois 46, ça fait à peu près 60 divisé par 2,5. 60 divisé par 2. En gros, ça fait à peu près 30 à la louche, 30 mètres par seconde. Vous multipliez par 3,6, vous avez à peu près 100 km/h. On pourrait faire à la calculatrice. Hein. Mais voilà. Moi, je n'ai pas de calculatrice là. Donc... Voilà, donc on trouve le bon résultat. Juste, est-ce que tu arrives à réexpliquer pourquoi est-ce que tu mets un 2 devant le VC? Parce qu'il y a deux effets Doppler. C'est vrai. Tu as un premier décalage, delta F1 sur F qui vaut V sur C, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, tu as le deuxième décalage, un deuxième décalage, delta F2 qui veut toujours vitesse de la voiture, VC sur C. Du coup, mon décalage total, c'est delta F1 plus delta F2, c'est-à-dire V sur C fois F plus V sur C fois F, donc 2 fois V sur C. Ok. Donc voilà, moi j'aime bien. En fait, j'aime bien toutes les formules qui ont des rapports sans dimension. Delta F sur F, c'est un rapport sans dimension. Je prends une fréquence par une fréquence. Et là, j'ai une vitesse sur une vitesse. Voilà. Donc voilà pour la petite astuce. Et juste ton astuce, elle marche, elle marche dans tous les cas ou bien parce que alors, très bien, là, très c'est bien. pas qu'on a fait plus et puis des fois, si on fait moins. Ouais. Alors, elle marche dans tous les cas. Enfin, c'est pas le fait que ça se rapproche ou que ça s'éloigne, c'est pas ça le problème. Alors, il y a juste une arnaque avec cette astuce. Alors, comme je vous ai dit, c'est exact dans le cas d'un observateur qui bouge. Maintenant, si j'ai la source qui bouge, je vous ai dit, c'est à peu près égal. Bon, en gros, mon astuce, elle marche sous une condition, c'est que la vitesse, que ce soit de l'observateur ou de la source, je mets OS, est très petite devant la vitesse de l'onde. C'est ça la condition pour qu'elle marche. Enfin, et voilà, si jamais c'est la source qui bouge, il faut vérifier que... Mais franchement, moi, je l'utilise tout le temps parce que c'est souvent le cas. Enfin, là, tu vois, la vitesse de la voiture, 100 km/h, c'est très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Alors, il y a un cas où on pourrait se poser la question. Il y a un cas où ça ne marcherait pas. Il est rare, ce cas, mais il existe. Ce serait si vous avez un son. Là, la vitesse de l'onde, elle est 340 mètres par seconde. Ce n'est pas si élevé que ça. Et si vous avez un objet qui se déplace à une vitesse assez élevée, qui ne soit pas très petite par rapport à ça. Donc, si c'est un humain, ça va, ça sera très petit par rapport à ça. Mais le TGV, typiquement, c'est un mauvais exemple pour cette approximation. Parce que la vitesse de la source, ici, par exemple, la vitesse du TGV, ce serait, il va à peu près, on va dire, à 300 km/h. Donc, on va dire qu'il va à peu près à 100 mètres par seconde, le TGV. Je ne peux pas dire que c'est très petit devant la vitesse du son. Je ne peux pas dire ça.
100, c'est pas très petit devant 340. Donc là, si vous avez un TGV qui klaxonne, ça ne marchera pas. Mais franchement, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas la valeur exacte. Mais bon. Après, le truc, si tu veux, le truc, c'est que moi, je trouve que ça vaut quand même le coup de la retenir, même si elle ne marche pas tout le temps, parce que dans les faits, si on te donne le delta F et qu'on te demande de trouver la vitesse, c'est-à-dire faire un effet Doppler à l'envers, concrètement, il n'y a pas 50 000 applications. Soit c'est un radar, soit c'est un effet Doppler pour l'imagerie médicale. Et pour l'imagerie médicale, la vitesse du son dans les fluides, on a dit que c'était 1500 mètres par seconde, alors que la vitesse du sang dans l'aorte, tout ça, on est en tous les cas plus petit que 1 mètre par seconde. Donc l'approximation est vérifiée, encore une fois, pour l'imagerie médicale. Donc pour tous les concepts qui nécessitent de retourner la formule de l'effet Doppler, je trouve que c'est une formule qui est intéressante. Ok. Voilà. Et du coup, ça marcherait si par exemple, ça change rien si ça s'éloigne les deux. Si par exemple, il y a le train ça change rien. Non, en gros, après, c'est juste à toi de trouver le delta F. C'est-à-dire que, en gros, on te donne En fait, si tu veux, imagine que c'est juste que toi, on te donne la fréquence de la source. Toi, tu vas percevoir une fréquence F2 qui va être soit plus grande s'il y a un rapprochement, soit plus élevé s'il y a un éloignement. Mais dans tous les cas, tu vas prendre le delta F, c'est-à-dire F2 moins la fréquence de la source. Tu vas prendre ça de manière positive et tu dis que ton delta F sur la fréquence initiale, la fréquence de la source, c'est égal au rapport vitesse de l'objet sur vitesse de l'onde. Tu vois? Tu prends que des valeurs positives, en gros. Ok. Merci. Il n'y a même pas de signe, en fait, à considérer là-dedans, quoi. Mm-hmm. Mais bon, encore une fois, si vous avez un effet Doppler simple, c'est-à-dire si on vous donne, typiquement comme cet exercice-là, on vous donne les vitesses et ce qu'on vous demande, c'est calculer la fréquence. Quand c'est un effet Doppler à l'endroit, ne vous privez pas. Vous pouvez garder la formule du formulaire qui convient très bien, à condition de bien savoir comment on choisit plus, moins, comme je l'expliquais tout à l'heure. OK? Alors, le radar, Ouais, le radar, c'est bon. Ah, maintenant, le sonar. Sonar, c'était pas le plus compliqué, il me semble. Ah, bon, ça, c'est un peu... faut juste pas oublier de diviser par deux, mais en gros, c'est juste que vous avez un bateau, là. Il émet une onde, comme ça. Et du coup, la vitesse de l'onde, c'est égal à la distance parcourue sur le temps parcouru. Et la distance parcourue, c'est là où il y avait le petit piège, c'est 2 fois la profondeur, vu qu'elle rebondit. Et le temps parcouru, c'était le nombre de périodes fois la valeur de la période. Et du coup, voilà, j'avais V, on me le donnait, c'était une donnée, hein, c'était 1500, qui était égal à 2P sur le nombre de périodes, c'était à peu près 10 000. Hein. Ouais, on vous met 10 023, mais nous, on ne va pas s'embêter, on va mettre 10 000, fois la valeur de la période, 40. Alors, T, c'est 1 sur F, bien sûr. Donc, au lieu de mettre T, je vais mettre F au numérateur. 40, 10 puissance 3. Okay, comme ça, mes 3 zéros et mon 10 puissance 3, ils simplifient. Et du coup, je trouve que la profondeur, c'est 1500 fois 10, 15 000, divisé par 2 fois 40, 80. Voilà. Donc, c'est 1500 divisé par 8. Donc, un peu plus que 150. Ouais, c'est celui-là. Alors, c'est le C qui est juste. Hop. J'ai pas trop compris pourquoi c'est un aller-retour. Enfin, pourquoi il fallait diviser par 2. Ouais. Alors, si tu veux, tu émets une onde. OK? Toi, tu es sur ton bateau, tu as émis l'onde. Et tout ce que tu peux... en fait, tu ne vas pas savoir... tu vas pas le savoir au moment où l'onde elle touche le fond parce qu'elle ne sera pas sur toi, l'onde. Donc, tu n'auras pas moyen de la détecter. Tout ce que tu vas faire,
si tu es à la surface, c'est que tu vas détecter l'onde au moment où elle te revient. Donc, elle aura déjà fait un aller et un retour. Donc, c'est pour ça que quand ton onde, elle a fait 10 000 périodes, là, en fait, c'est quand toi, tu l'as détecté. Donc, l'onde, elle a déjà fait un aller-retour. Mais franchement, tout le monde se serait fait piéger avant de le faire, cet exo. Il faut l'avoir fait une fois. Et puis après, tu n'oublies pas de multiplier par 2, quoi. Ok, donc le senseur, il n'est pas au fond de l'eau. Ah non, non, ce serait compliqué. Ah non, effectivement, bonne question. Bonne question. Non, quand on fait la cartographie marine, j'ai la chance de pouvoir monter sur des bateaux comme ça. Tu vas mesurer des trucs qui sont potentiellement abyssaux, 8000 mètres. Donc, tu peux rien mettre à 8000 mètres et puis ce serait cher et puis ce serait inutile. Donc, c'est ça tout l'intérêt du truc, c'est que tu mets aucun matériel en bas, tu es en haut, tu fais un ping, il se réfléchit et en fonction de la durée qu'il met pour revenir, tu t'en déduis la profondeur. Enfin, la distance, mais qui vaut 2 fois la profondeur du coup. Voilà. Merci. Ah oui, tu as peut-être confondu avec les... Ah ouais, alors parfois, oui, il y a une variante de ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que... Ouais, je pense que tu as peut-être confondu avec ça, parce que parfois, tu as des bateaux qui traînent des sonars, en fait. Ils traînent des dizaines de sonars, comme ça. Et puis, chaque sonar, en fait, il a un champ, comme ça. Et comme ça permet de ratisser beaucoup plus large, si tu veux. Et en fait, ils sillonnent les océans comme ça, à la recherche de pétrole, malheureusement. Mais ouais, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu as peut-être confondu avec ça. C'est pour ça que tu t'es dit qu'il y avait peut-être du matériel sous l'eau. Ok, ouais. Ok. Merci. Voilà. Et enfin, la dernière question de, on va dire, type QCM, type examen, c'est sur les instruments. Donc, on va faire les deux fronts, la guitare et la flûte. Ouais, c'est à peu près les mêmes choses, à part qu'il n'y a pas la même formule pour la vélocité. Pour la flûte, on a une onde, voilà, on utilise cette formule-là, alors que pour la corde, on utilise cette formule-là. Ce qui est important de voir, c'est que pour les instruments, la longueur d'onde, enfin, il y a une longueur d'onde du fondamental, et cette longueur d'onde dépend uniquement de la géométrie de l'objet. C'est-à-dire que si vous avez une corde de guitare qui a une longueur définie, en fait, vous définissez déjà la longueur d'onde fondamentale. Pareil, si vous avez votre flûte, je ne sais pas trop comment ça marche, une flûte, ça doit être comme ça, mais en gros, voilà, vous avez la longueur. Ça, en gros. Alors attention, c'est là où c'est le piège. Ce ne sera pas la longueur d'onde. La longueur de l'instrument, c'est la demi-longueur d'onde. Donc en fait, la longueur d'onde du fondamental, c'est 2 fois la longueur de l'objet. Okay. En fait, on explique ça par la corde de guitare. Si je la dessine comme ça, tac, en fait, la longueur d'onde de ça correspondrait à 2 fois la longueur de l'objet. Voilà. Et ça correspond à la longueur d'onde le plus grande que je peux me permettre sur cette longueur. Après, je pourrais me permettre par contre des longueurs plus courtes. Je pourrais me permettre ça. Je pourrais me permettre ça. Ah non, il faut que ce soit 0. Je pourrais me permettre ça. En fait, du moment que c'est fixe aux 2 extrémités, voilà. Il y en a plein des longueurs d'onde possibles. En fait, il y en a une infinité. C'est lambda n qui vaut n fois la longueur d'onde du fondamental. Donc, voilà, je peux avoir le double, le triple, voilà, j'ai toutes ces longueurs d'onde qui sont possibles. Donc ça, c'est pour la longueur d'onde, elle est fixe.
Et ensuite, les vitesses, elles vous sont données par ces formules-là. Pour la corde, je fais la racine de la tension sur la masse linéique, hein. Et puis pour la flûte, on a une autre formule. Donc là, pour la corde, voilà, je faisais racine de... Voilà, c'était vraiment l'application. Racine de la tension 847 sur la masse cinéique. La masse cinéique, c'est le nombre de kilos que vous avez de cordes par mètre. Donc ouais, il faut quand même le mettre en kilos par mètre, même si les cordes, ça pèse rarement des kilos. Il faut quand même faire l'effort de le mettre en unité standard. Donc là, ça me faisait 2,6 10 moins 3 kilos par 0,42 mètres. Voilà. Ça, c'est la masse linéique en unité standard. Et du coup, voilà, ça faisait racine de 847 fois 0,42 sur 2,6 10-3. Le 10-3, je le passe de l'autre côté, ça me fera 420. Voilà, donc ça ferait, en approximant beaucoup, hein, mon 847, je le divise par 2, comme ça je tombe à peu près sur 420. Ça me fait racine de 420 au carré, ça fait à peu près 420, mais un peu moins en fait, parce qu'il fallait que je divise par 2,6. On va dire à peu près 400 mètres par seconde. Donc j'imagine que la proposition juste était là. Il faudrait faire, vous serez obligé de faire la calculatrice, hein. Vous ne pouvez pas faire comme moi des approximations. Il faudrait vraiment faire la calculatrice parce que là, vous avez la E, aucune de ces réponses. Ce qui veut dire que si ces valeurs ne sont pas justes, moyennant 2 chiffres significatifs, il faudra choisir la E. D'accord? Donc c'était important de faire le calcul exact. Et normalement, on trouvait la D, hein. Juste, en fait, c'est quoi la définition de la longueur d'onde fondamentale? C'est la longueur d'onde la plus grande que peut te permettre ton instrument. En fait, ton instrument, il va t'autoriser plusieurs longueurs d'onde. Ton instrument, il peut autoriser toutes les longueurs d'onde qui remplissent 2 conditions. 1, elle satisfait l'équation de D'Alembert, c'est-à-dire une équation, hein, dérivée seconde du temps proportionnelle à la dérivée seconde par rapport à x, j'appelle A. Deuxième condition, elle doit satisfaire les conditions aux limites, c'est-à-dire que ta corde est fixe ici et ta corde est fixe là. Et du coup, si tu dessines ça, la longueur d'onde la plus grande qui satisfait cette condition aux limites, c'est celle qui fait ça. Mais en fait, c'est qu'une demi-longueur d'onde puisque tu n'as pas fait une période complète. La longueur d'onde complète correspondrait au double. Donc la définition du fondamental, c'est la longueur d'onde la plus grande autorisée par l'instrument. Ok, merci. Voilà. Mais attention, ce n'est pas la seule. Tu peux aussi avoir d'autres longueurs d'onde qui coexistent, mais elles sont toutes plus grandes. Elles sont toutes des multiples du Attends, j'ai dit une bêtise là. Oubliez ça là, c'est une bêtise ça. C'est Fn qui vaut F0. Et du coup, lambda n qui vaut 1 sur n fois lambda 0. C'est-à-dire que je peux avoir que des lambdas plus petits et des fréquences plus grandes, vous voyez. Par rapport à celle-ci, si ça c'était le 0, ça c'était, ensuite c'était, 1 on va dire. C'était n égale 1, ensuite ça c'était n égale 2, ça devait être par exemple n égale 3 ou 4. Ouais, donc à chaque fois, je peux avoir des longueurs d'onde plus petites ou des fréquences plus grandes. D'accord? Donc les formules sont là, hein. Fn, c'est n, enfin la fréquence de l'harmonique n, c'est un multiple de la fréquence fondamentale. Fn égale n fois f0. Où f0, c'est la fréquence du fondamental, c'est-à-dire la vitesse divisée par la longueur d'onde du fondamental. On a dit que c'était 2 fois la longueur de l'instrument. OK? On utilise quand cette truc fondamental? Quand est-ce qu'on l'utilise? En fait, typiquement, tu vois, là,
enfin, là, on te le dira dans l'exo, on te dira, si tu veux, vu que ton instrument, il va autoriser plusieurs longueurs d'onde, donc le fondamental et tous ses multiples en fréquence, en général, on calcule le fondamental, on calcule la fréquence fondamentale ou la longueur d'onde fondamentale, comme tu veux. Et après, on sait qu'il existe des multiples de cette fréquence. D'accord ? Donc là, dans l'exercice 8, on te disait, noir sur blanc, voilà, c'est juste pour qu'on puisse aussi te faire des questions d'examen. La longueur d'onde du mode fondamental n'a pas changé. Donc voilà, là, il faut calculer le fondamental. D'accord ? Ah ouais, ok. Mais du coup, c'est le fondamental, c'est la plus grande longueur d'onde et il y a des multiples mais plus petits du coup? Ou c'est plus grand Alors attention, ouais, c'est là où je me suis un peu embrouillé tout à l'heure. Le fondamental, c'est la longueur d'onde la plus grande. Donc, c'est la fréquence la plus basse. Hein, vu que F, c'est V sur lambda. Ok. Juste pour l'exercice après avec le flûte, pour l'onde fondamentale, c'est genre c'est pas fixé les extrémités, ça marche comment? Alors si, en fait, c'est la longueur de la flûte. Ah, ok. C'est la longueur de la flûte parce qu'on considère qu'il n'y a plus de compressibilité au-dessus, au-dessous, quelque chose comme ça. Alors c'est aussi fixé les extrémités. On considère que c'est fixé. Ouais. Ok. Juste regarder un truc. Ok. Et du coup, la deuxième harmonique, là, pour la D sur l'exercice 8, Ouais. ça veut dire exactement quoi? Alors, pour la D, la deuxième harmonique vaut... En fait, ce qui se passe, c'est que là, on te disait qu'en gros, la fréquence fondamentale à 0 degré, c'est 438 Hz. Donc, le deuxième harmonique, F2, qui vaut 2 fois le fondamental F1, à 0 degré, déjà, tu étais à 876. Donc, 876, c'est la deuxième harmonique à 0 degré. D'accord ? Alors, après, en fait, cette proposition, elle était fausse parce que là, on te disait à 21 degrés, ce qui n'était pas... Alors que 876, c'est le double de 438. C'est le deuxième harmonique à 0 degré. Or, vu que la longueur d'onde du fondamental et des fréquences successives est déterminée, elle ne change pas, hein, vu que ma flûte a toujours la même longueur d'onde, mais que la vitesse va changer en fonction des températures, bah forcément la fréquence, elle va changer. Tu as lambda fixe, la vitesse qui varie en fonction de la température, du coup, la fréquence va varier avec la température. OK ? Donc là, ça expliquait que la vitesse de l'onde, elle change en fonction de ρ et de la température. Hein, dans ρ, il y a du T. Hein. La fréquence du mode fondamental, B, la longueur de l'onde du fondamental, elle n'a pas changé, ça c'est vrai. Et vu que la vitesse change et que lambda ne change pas, la fréquence change. OK ? C'est bon pour celui-là ? Juste, t'arrives à répéter la D, s'il te plaît? Ouais, alors, en fait, c'était un peu comment dire, fallait remarquer que 876, non, en gros, si tu veux, imagine, tu es à 0 degré. Ton fondamental, il vibre à 438 Hz.
Donc là, ça veut dire que si tu connais le fondamental, tu connais toutes les autres harmoniques avec cette relation qui dit que Fn, c'est n fois F1, où F1, c'est la fréquence du fondamental. Donc en particulier, F2, le deuxième harmonique, ce sera 2 fois le fondamental. Donc là, le deuxième harmonique, par exemple, à 0 degré, ça sera 2 fois 438. Donc ça sera 876. Mais à 0 degré. Alors que dans la D, tu es à 21 degrés. Et on a dit que la fréquence, avec les propositions d'avant, que la fréquence changeait avec la température. Ok, d'accord, merci. En fait, la deuxième harmonique, c'est la deuxième vibration, c'est ça? Alors, comme on a dit, si tu veux, le fondamental, bon là je fais avec les guitares, c'est plus facile à représenter, hein. Le fondamental, c'est la longueur d'onde la plus grande, soit la fréquence la plus basse, autorisée par ton instrument. Et le deuxième harmonique, c'est, on va dire, la longueur d'onde, la deuxième la plus grande. Et la moitié. Voilà. Voilà, tu vois. Là, ce serait n égale 2. Parfait. OK. Bah non, ça c'est pareil, c'est n égale 2. Et du coup, on pourrait la calculer à 21 degrés ou pas? Alors pour ça, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, lambda est inchangé. Lambda est inchangé. F varie comme C sur lambda, mais vu que lambda est inchangé, on peut dire que F va être proportionnel à la vitesse, à la célérité. Donc ça veut dire que mon rapport à 21, enfin F21 sur F0, il est égal au rapport célérité à 21 degrés sur célérité à 0 degré. Et donc là, célérité à 20 degrés, j'utilise cette formule, racine de K sur ρ, donc tout ça à 21 degrés, sur racine de K sur ρ à 0 degré. Et du coup, ça veut dire que ça va être égal, le rapport des fréquences va être égal à la masse volumique de l'air à 0 degré sur la masse volumique de l'air à 21 degrés. Et donc là, si on utilise P égale ρ RT, bah non, en fait, voici ρ RT sur M, on va dire qu'on est à pression égale et que, ouais, on est à pression égale. Donc ça veut dire que ρ, elle évolue en 1 sur T. La masse volumique est inversement proportionnelle à la température. Ah, j'ai oublié une racine là. Voilà. Donc ça veut dire que la fréquence à 21 degrés sur la fréquence à 0 degré, elle est égale au rapport des températures. Je le réinverser encore une fois. T 21 degrés sur racine la température à 0 degré. Alors attention, température, vous avez vu en statistique, c'est une variable de type ratio. Donc, la température en Kelvin, mais pas la température en degrés. Donc, vous n'avez pas le droit de diviser par des températures en degrés. Il faut convertir tout ça en Kelvin. Donc, la fréquence, si je veux avoir ça, en gros, je dois multiplier par la racine de 294 Kelvin sur 273. Si tu multiplies ta fréquence par ça, tu vas trouver la nouvelle fréquence à 21 degrés. OK? En gros, il faut juste voir ce qui est proportionnel. Tu dis F, c'est proportionnel à C parce que lambda est fixé. Ensuite, tu regardes de quoi dépenser ici. Alors, C, c'est racine de K sur ρ. Donc, pour le coup, c'est inversement proportionnel à ρ. Mais vu que ρ est inversement proportionnel, ρ est inversement proportionnel à T, pour le coup, ça veut dire que la fréquence est proportionnelle à la racine de la température. C'est souvent plus facile de raisonner comme ça que de raisonner
comment dire, en substituant à tout prix avec les égalités et tout ça. Voilà, pour ces exos d'examen. Après, on a toujours les 2 exos d'approfondissement. Hein, là, on commence à faire de la physique de type, comment dire, c'est ce que vous auriez eu si vous aviez choisi de faire la physique à l'université en licence, par exemple. Après, je ne sais pas si ça vous intéresse Ça vaut particulièrement pas le coup. Comment? Alors, ça vaut pas le coup. Bah, ça dépend. Ok, essentiel. Disons qu'on ne va pas vous demander de démontrer l'équation de propagation du son à l'examen, c'est sûr, mais c'est pour ceux que ça intéresse, quoi. Donc, voilà, moi, je suis là. Si vous avez des questions là-dessus, vous voulez voir, je peux vous aider. Enfin, je ne sais même pas si je peux vous aider, mais je peux. Je veux bien essayer de vous aider. Mais du coup, si on les a pas faites, tu penses que c'est important ou pas? Non, c'est pas grave du tout. C'est pas. C'est si tu veux plus comprendre. Voilà. Alors, si un truc qu'on peut regarder, c'est ça. Quand vous avez une onde en cos oméga t moins kx, ou en cos oméga t plus kx, hein, c'est pareil, ça, c'est solution. Vous pouvez vérifier que c'est. Ou alors sin, hein, c'est pareil, sinus de oméga t moins kx. Avec oméga qui vaut 2pi sur t, hein, et k c'est 2pi sur lambda. Vous pouvez vérifier que ces types de... Enfin, en gros, ce serait A de t, l'amplitude, à un instant t donné, à un emplacement x donné, c'est égal à ça. Ou ça. Vous pouvez vérifier que ça, c'est solution de l'équation de D'Alembert. Vous pouvez vérifier ça. Bon, en fait, c'est des maths. Hein. Il suffit de dériver par rapport à x. Vous avez le k qui sort une fois. Ensuite, il sort une deuxième fois. Et puis, vu que vous dérivez un sinus, vous avez un cos. Et ensuite, vous dérivez le cos, vous avez à nouveau un sin. Finalement, quand vous allez dériver ça par rapport à x 2 fois, vous allez avoir k. Vous devriez avoir k2. Ouais, vous devriez avoir. Alors non, vous auriez k normalement. Et après, quand vous dérivez par rapport au temps, vous avez oméga qui sort, et puis du coup, vous pouvez retrouver la v égale racine de k sur m, racine de oméga sur k, quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas. Après, c'est juste des maths, ça. Ok, bah merci beaucoup. Ah oui, c'est ça, pardon. Et excusez-moi, oui, quand vous dérivez 2 fois par rapport à x, vous avez le k qui sort 2 fois, donc vous avez k2, ça correspond à ça. Et après, quand vous dérivez y 2 fois par rapport à d, vous avez oméga qui sort 2 fois, vous avez, et du coup, vous avez du oméga 2. Du coup, ça fait 1 sur V2. Puis à chaque fois, vous avez votre sinus machin et tout. Donc du coup, vous pouvez en déduire que V, c'est oméga sur K. Donc voilà, donc si on remplace par ça, vous retrouvez c'est égal à lambda sur T. Bon voilà, c'est juste ça. Bon, c'est pas plus intéressant que ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions en général sur sur cette série? Non. Ouais. Non, c'est bon. Bon, Ah, bah... Je vous remercie. Juste Ouais, pour pas le... de souci. Et ceux qui ont plus de questions, hein, n'hésitez pas à y aller, hein, il n'y a aucun souci. Ouais, une question du coup. Juste un petit truc, parce que dans le formulaire, il y a la série de Fourier, mais on l'a pas vu. Et du coup, je pense que c'est un truc assez compliqué. Ouais, alors en gros, ouais, si, quoique, on pourrait vous donner quelque chose là-dessus. En gros, tout signal périodique, imagine que je fais
Ça, c'est un signal périodique. En fait, il se trouve que tu peux le décomposer en une somme de cosinus. Tu vois, genre un comme ça, un comme ça, un avec une fréquence encore plus gros. Voilà. Et imagine que tu fais par exemple une fois celui-là, plus deux fois celui-là, moins trois fois celui-là, plus, etc. Et ben, tu tombes sur ce signal périodique. Et c'est là où on retrouve les instruments. Vous avez vu que les instruments, bon, en fait, ils sont différents parce qu'ils ont notamment un timbre différent, dans le sens où, en gros, imagine que j'ai dit que pour ma flûte, je vais avoir F1, je vais avoir F2, je vais avoir F3, je vais avoir F4, je vais avoir F5, etc. Et puis, tous ces harmoniques-là vont avoir une certaine amplitude. Donc, je peux dire que l'amplitude de F1, par exemple, c'est ça. Celui de F2, ça va être celui-là. Celui de F3, pourquoi pas celui-là. Celui de F4, celui-là. Celui de F5, celui-là. Voilà. Et en fait, chaque harmonique va avoir une importance relative plus ou moins grande. D'accord? Donc, en fait, c'est ça la série de Fourier. C'est finalement décomposer un signal périodique en une somme d'harmoniques. Voilà. Donc, tout ce qui... là, j'ai mis une fois, deux fois, moins trois fois. En fait, ça correspond aux importances relatives de chaque harmonique. Et du coup, dans la formule, c'est sinus parce qu'on fait l'intégrale, genre des petits morceaux. Alors, c'est sinus ou cosinus. En fait, tu peux choisir indifféremment Ouais, ça l'un ou revient au l'autre. même. Ok. Ouais, tu peux choisir de décomposer en somme de sinus ou en somme de cosinus. Ok. Dans la formule, il y a marqué quoi? Il y a marqué AN. Ouais, en gros. Ouais, alors eux, en gros, bon, moi j'ai fait simple, je t'ai dit juste les AN, mais en gros, il y a aussi les phi-n parce que Le déphasage. ouais, c'est ça, voilà, le déphasage. Donc normalement, tu as une série pour les amplitudes et une série pour les déphasages, mais voilà. Ok. Mais si on l'a pas vu en cours, ils vont pas poser de questions dessus, non? Non, le seul truc qu'ils pourraient poser là-dessus, je sais pas, pour un instrument avec deux timbres différents et des amplitudes relatives, tu vois, ils pourraient te faire deux graphes peut-être avec différentes. Merde, pourquoi j'écris plus droit, moi? Avec des instruments avec deux tables différents pour les fréquences F1 à F5, par exemple, et te dire, je sais pas, la décomposition en série de Fourier est plus uniforme pour cet instrument que pour l'autre. Mais ça Ok. m'étonnerait, honnêtement. Franchement, c'est pas. Mais des trucs simples. On va pas te Juste. demander de décomposer en série de Fourier une Ouais. fonction. Non. Non, non. Ok. Faut juste avoir une idée peut-être de quoi ça représente, mais c'est tout. Ok. Pas de calcul par rapport à ça. Merci. Voilà. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions sur ces formules. Ouais, Ouais, dis-moi. j'aurais une question. Est-ce que celle sur la formule sur l'onde acoustique dans un gaz parfait, on va la revoir ou pas du tout? Euh, Celle-ci, là, que j'ai encadrée en rouge. Attends. Celle-là? Ouais. Ouais. La Oui, revoir dans quel sens? Tu veux dire en cours ou... parce que là, on l'a pas, dans le cours, là, on l'a pas vu ici. Ah ouais, peut-être qu'il a zappé rapidement là-dessus. Ouais, on l'a pas faite Euh, encore. ouais, alors en gros, si tu remplaces gamma par, allez, je sais pas, on va dire 5 demi. Enfin, là, vous avez fait la thermo, je crois, ce matin, non? Vous avez fait le cours de thermo. On Ah, a commencé, oui. Vous avez commencé. Ouais, bon, bref, gamma, ça peut valoir certaines valeurs en fonction de si le gaz est monoatomique, diatomique, bref, c'est pas très important, mais en gros, si je prends cette valeur pour gamma, R c'est 8,31, T je prends à peu près 300, et masse molaire, il faudrait les mettre en kilogrammes par mol. Ah non, si j'ai mis R en grammes par mol, ce serait mon gramme par mol du coup. En gros, ça te permet de trouver la vitesse du son. C'est juste la formule de la vitesse du son en fonction de la température.
Donc, il faut juste savoir la réappliquer si on te donne les paramètres qui vont bien. Ok, d'accord, oui, donc on nous donnera tous les paramètres et tout. Ouais. Ok, d'accord. On vous donnera la valeur de gamma, on vous donnera la valeur de la masse molaire, etc. Ok, merci. Par contre, ce que tu dois pouvoir faire, c'est comme on a fait tout à l'heure, c'est te dire, tiens, j'ai une vitesse du son en pleine qui vaut 340 mètres par seconde à 25 degrés. Si je monte en montagne et qui fait moins 10 degrés, bon, alors par contre, on va supposer que la pression est la même pour simplifier, mais bon, sachant que la pression normalement elle diminue. À ce moment-là, que vaut la vitesse du son? Tu vois, on pourrait te demander ça. Et vu que ça varie en racine de t, il faudrait faire comme tout à l'heure, racine de t1 sur t2, quoi. Ok. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors ouais, il y a des trucs qu'on n'a pas vus là, dans le formulaire. Notamment, on n'a pas vu le fait que l'intensité, elle varie en 1 sur R2. On n'a pas vu le fait qu'on utilise le log pour définir les niveaux sonores pour l'oreille humaine. Bon, voilà, c'est deux petits trucs. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Si ce n'est pas le cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ouais, c'est tout bon? Bon, je Ouais, reste pour moi, c'est volontiers bon. si. Merci. N'hésitez pas à Parfait, y aller. merci. Pas de souci. Bonne journée. Victor, Ouais. en fait, j'ai peut-être une question, mais pour le 9, l'exo d'approfondissement. Ah, ok. C'est Flavius, non? Ouais. Ouais, je reconnais. Je reconnaissais. Je me disais bien. Ok. Le 9. Ouais. C'est du coup pour la A et la B, en fait, on a essayé de démontrer un peu des deux côtés et on a essayé de les rassembler dans la C. Sauf que pour ma part, pour la C, j'avais toujours un petit dx sur dt à la fin. Enfin, Alors, c'est-à-dire tu me parles du 9 là ou du 10? non, le 9, oui, celui-ci. Ok. Exprimer V en fonction de oméga et de K. Tu avais un dt. Attends, mais regarde, si tu fais. Ah, mais non, parce que regarde, tu avais un dx et un dt qui t'embêtaient. Dx sur dt, oui. Ouais, alors en gros, c'est juste que regarde, si tu as y de xt qui vaut ym sinus de kx moins oméga t, quand tu fais une dérivée par rapport à dx, tu utilises tes formules de dérivée usuelles. Donc là, tu vas faire moins oméga ym cos kx moins oméga t. Voilà, donc tu n'as pas de dx en fait. Et quand tu fais d carré y sur dx2, c'est juste pour dire que tu fais une dérivée seconde. Attends, j'ai fait une erreur là. J'ai dérivé par rapport à x, donc c'est un k qui sort. Ouais. Voilà. Et donc là, quand je dérive, en fait, dy2 sur dx2, ça veut dire que j'ai dérivé deux fois par rapport à x, donc je dérive encore une fois ça. Donc là, le k sort à nouveau. Donc j'ai un k2. Mon cos, quand je le dérive, ça devient moins sin. Le ym, il reste là. Tu vois, il n'y a pas de dx2 dans l'équation. Ouais, du coup, on les met pas, en fait. Non, en fait, ça veut dire dérivé seconde. dy sur dx, si tu veux, c'est comme en. Parce qu'attends, en maths, vous notiez comment? Oh, voilà, si tu veux, c'est y prime de x. Et puis y prime de x. Ouais. C'est ça. Oui, ok, ouais. Parce qu'en fait, ouais, je les ai gardés, mais je savais que ça voulait dire ça, mais je sais pas pourquoi je les ai gardés. Et du coup, à la fin, j'avais quand même V est égal oméga sur K fois dx sur dt. Fois dx. Ouais, c'est ça, parce que en fait, tu as gardé un dx parce que c'est peut-être le fait que. C'est peut-être le fait qu'en gros, ton dx, là, ce qui t'a peut-être choqué, c'est qu'on met dx au carré, alors que là, on met d carré y.
Ouais, ça aussi, ça. Ouais, enfin, pourquoi Ouais, il y en a un c'est qui des est un- notations. C'est la des notation. notations. Ouais, c'est Ok, vraiment que des notations. Il n'y a pas vraiment de concept derrière, hein. C'est d'accord. Ouais. du formalisme. Ok, bah alors c'était bon en fait. Voilà. Bon, après, le 10, il était pas évident, hein. Le 10, j'ai pas passé plus de temps parce que je pensais que. Enfin, j'ai vu que ça allait être chronophage. Ouais, je comprends. Je comprends effectivement qu'on vise l'efficacité. Ouais, là j'ai vu la tête du truc, j'ai fait ouais, c'est bon, on verra une autre fois. Ouais. On verra à la fin de l'année si j'ai vraiment si je Voilà, suis à c'est l'aise et ça. que j'ai tout fini. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a passé l'examen, on va voir si on était assez bon ou pas. Ouais. Ok. Voilà, pas d'autres questions? Alors, merci beaucoup. Ok. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Ouais, au revoir. pas de souci, au revoir.